En 1928, le PIB allemand était de 260 milliards de dollars. En 1932, il s'était effondré à 220 milliards, une baisse de plus de 15% en 4 ans seulement. En 1938, pourtant, il aura explosé pour atteindre 340 milliards, une hausse de près de 55% en 6 ans, du jamais vu depuis la Première Guerre mondiale. Le taux de chômage connaît une évolution similaire. Il est de près de 9% en 28 et explose en 4 ans pour atteindre 44% en 32. 6 ans plus tard, l'Allemagne atteint le plein emploi, au point de manquer de main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle parfois le miracle économique nazi. Et quand on voit ces chiffres, on a du mal à imaginer que la politique économique nationale-socialiste ait été néfaste. Et pourtant, ces chiffres cachent d'énormes problèmes. L'économie nazie n'avait rien d'enviable, et elle ne pouvait que mener à la pire guerre qu'ait connue l'humanité. Or, la guerre ne se finance pas seule. L'histoire du nazisme, c'est aussi une histoire d'argent, d'industrie, de travail. L'histoire du nazisme, c'est celle de la misère des peuples au profit de la guerre. Mais on va un peu vite là, et si on reprenait tout depuis le début. En 1929, le monde est bouleversé par la pire crise économique qu'ait jamais connue le système capitaliste. En l'espace de quelques années, toutes les économies occidentales s'effondrent. Le PIB des États-Unis chute de 28%, celui de la France de 15% et celui du Royaume-Uni de près de 6%. Les taux de chômage explosent partout. L'Allemagne, on l'a vu, est très fortement touchée par la crise. En l'espace de quelques années, plus de 8 millions de personnes se retrouvent au chômage. La paysannerie nombreuse s'appauvrit à cause d'une terrible baisse des prix et les petites entreprises mettent la clé sous la porte. En proie à la misère, les Allemands se jettent dans les bras des communistes et de l'extrême droite. C'est cette dernière qui en profite le plus. L'énorme masse de chômeurs, de petits commerçants déçus et de paysans appauvris lui apporte des millions de voix. Si aux élections législatives de 1928, le parti nazi faisait moins de 3%, à celle de juillet 32, son score dépasse les 37%. Et Hitler, enfin, devient chancelier fin janvier 33, alors même que son parti est à ce moment en perte de vitesse et n'a jamais obtenu de majorité à l'Assemblée. 1933, c'est aussi l'année où l'Allemagne commence à s'extirper petit à petit de la crise. Elle connaît, entre 32 et 34, un taux de croissance de plus de 15%. Mais est-ce qu'on peut attribuer aux nazis cette sortie de crise ? Est-ce que l'Allemagne doit son salut à Hitler ? La réponse, vous vous en doutez sûrement, c'est non. Les premiers signes de reprise économique mondiale apparaissent à l'été 32, avant l'arrivée au pouvoir des nazis. En Allemagne, le chômage atteint son pic cette année. On assiste déjà à des signes de reprise dans le secteur de la construction, l'un des plus importants du pays, et la demande d'obligations allemande commence à se renforcer. C'est-à-dire qu'on commence déjà à regagner confiance en la capacité du pays à rembourser ses dettes. Les journaux et les rapports économiques sont optimistes à partir de ce moment. On s'attend déjà à ce que la situation économique s'améliore. La tendance se confirme en 1933. Dès cette année, les entreprises et industries investissent pour reconstituer leur stock de matières premières, et le chômage commence à baisser. Tout dans les statistiques porte à croire qu'une reprise forte se prépare. Elle est alors tout à fait naturelle, et on assiste à une évolution similaire dans d'autres grandes économies, qui mènent pourtant des politiques différentes, comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Par contre, la reprise après 1933 n'a plus rien de naturel. Elle est, malheureusement, très marquée par les politiques nazies, comme on va le voir. L'Allemagne aurait connu une forte croissance avec ou sans eux, mais leur accession au pouvoir engage le pays sur une voie radicalement différente de celle qui s'apprêtait à suivre. Et pour démystifier un peu tout ça, la reprise en Allemagne entre 32 et 35 est très bonne, mais elle n'a rien d'extraordinaire non plus. On est loin du miracle économique qu'on imagine parfois. À titre de comparaison, la reprise n'est pas vraiment plus forte qu'aux États-Unis ou en URSS à la même période. Ou, si on veut comparer avec plus proche, que la reprise allemande après la première récession de 1923-1924 sous la République de Weimar, qui, vous vous en doutez, n'appliquait pas du tout les mêmes politiques que le Troisième Reich. Mais alors, en quoi cette reprise économique sous les nazis est-elle si spéciale ? Pourquoi est-ce qu'elle serait plus néfaste que celle auxquelles on assiste dans les autres grands pays occidentaux ? Je vais vous montrer 2-3 graphiques, et je pense que vous verrez par vous-même le problème. Ça, c'est la comparaison entre la production de l'industrie textile et celle de l'industrie lourde, entre 31 et 35. Ça, c'est la part de chaque secteur de l'économie dans la croissance allemande, entre 33 et 35. Et ça, enfin, c'est la comparaison entre l'évolution des revenus annuels du Reich et ses dépenses militaires, entre 33 et 39. Vous l'avez sûrement compris, la relance en Allemagne est portée en très grande partie sur le réarmement. 10 jours seulement après sa nomination à la chancellerie, Hitler dit lors d'une réunion « L'avenir de l'Allemagne dépend exclusivement de la reconstruction de la Wehrmacht. Toutes les autres tâches doivent passer après celle du réarmement. En tout état de cause, je suis d'avis qu'à l'avenir, en cas de conflit entre les demandes de la Wehrmacht et les demandes à d'autres fins, les intérêts de la Wehrmacht soient toujours prioritaires. » Et de fait, dès juin 1933, l'État prévoit de dépenser dans l'armée 35 milliards de Reichsmarks sur 8 ans.
À titre de comparaison, le budget militaire annuel de la République de Weimar était plus proche des 700 millions. Du côté de la marine, on prévoyait dès lors, en violation totale du traité de Versailles, la production de 145 bâtiments de tout type, dont des porte-avions et plusieurs dizaines de sous-marins. L'aviation, totalement proscrite par le traité, prévoyait de se doter de 2000 appareils d'ici 2035. L'armée de terre, enfin, prévoit de disposer d'une force permanente de 21 divisions, soit 300 000 hommes, d'ici 1938, et celle-ci devait pouvoir être portée à 63 divisions en temps de guerre. Pour rappel, le traité de Versailles n'autorisait à l'Allemagne que d'entretenir une force de 100 000 hommes. On verra plus tard où est le problème là-dedans. Mais d'abord, il faut bien comprendre pourquoi c'est le réarmement qui est au centre de la relance allemande. Qu'un grand pays investisse l'équivalent de 20% de son PIB dans l'armée et que la production liée à l'armement représente plus de 50% de sa croissance économique en temps de paix semble pour nous parfaitement insensé, irrationnel. Et je vous rassure, ça l'était aussi à l'époque. C'est du jamais vu dans toute l'histoire moderne. Mais pour les nazis, c'était une évidence, une nécessité absolue même. Il faut bien comprendre que pour le parti nazi, l'économie ne représente pas un but en soi, elle est entièrement vassale de la politique. Quand Hitler dit en 1936 « La nation ne vit pas pour l'économie, pour les responsables économiques ni pour les théories économiques et financières. Bien au contraire, c'est la finance et l'économie, les dirigeants et les théories économiques qui doivent tous servir sans réserve ce combat pour l'auto-affirmation de notre nation. » Il faut le prendre au pied de la lettre. Or, pour les nazis, le réarmement est l'objectif politique numéro 1. C'est lui qui doit libérer l'Allemagne. La libérer d'abord de la pression qu'exercent sur elle la France et ses alliés, mais aussi et surtout, la libérer de la pression de la terre. L'Allemagne est un petit pays très peuplé, sans empire colonial, dont une bonne partie de la population travaille encore dans l'agriculture. Elle est incapable de nourrir seule son peuple, et les paysans sont particulièrement pauvres, faute d'espace. Des problèmes dont ni la France, ni l'URSS, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis ne souffrent. L'objectif politique principal, c'est d'obtenir plus de terres. C'est d'assurer un espace vital, un Lebensraum à l'Allemagne. Alors seulement celle-ci pourra atteindre l'abondance et l'autarcie. C'est du moins comme ça que les nazis comprennent le monde. Et c'est ce qui explique qu'ils orientent dès le départ autant que possible l'économie du pays vers le réarmement, vers la conquête de nouvelles terres. Or, l'Allemagne et son peuple sortent tout juste la tête de la crise. Le pays est terriblement pauvre, il n'a évidemment pas les moyens de dépenser des milliards dans l'armée. Pourtant, il l'a fait. Comment ça pourrait être possible? Est-ce que les nazis ont créé de l'argent magique? Eh ben, on n'est pas si loin de la réalité. Comme le gouvernement n'a évidemment pas les fonds suffisants pour financer l'effort du réarmement, et qu'en plus celui-ci est formellement interdit par le traité de Versailles, les nazis mettent au point une monnaie parallèle, les bons mais faux. On va pas se perdre dans des explications incompréhensibles, mais pour faire simple, ils fondent une société écran avec le soutien des grosses entreprises allemandes de l'époque. Cette société ne produit rien et n'a aucun salarié, mais elle génère des bons de dette garantis par l'État et que les nazis promettent de rembourser avec intérêt d'ici quelques années. L'État passe commande auprès d'entreprises et les paye avec ces bons mais faux, qui ont valeur d'argent puisqu'ils promettent de les rembourser plus tard. Et les entreprises s'échangent ensuite ces bons entre elles, comme si c'était des Reichsmarks. C'est une véritable monnaie parallèle, qui a l'avantage de ne pas apparaître dans le budget de l'État, et donc de ne pas inquiéter les alliés, en plus de financer gratuitement le réarmement. Près de la moitié du coût de celui-ci est directement financé avec les bons mais faux, que les nazis ne commenceront à rembourser qu'à la fin des années 30. Pendant toute cette période, la masse monétaire croît plus vite que le PIB, de façon plus ou moins camouflée. Seul le blocage des prix permet d'éviter une explosion de l'inflation. Mais le manque de revenus dans l'immédiat, c'est pas le plus gros frein au réarmement, loin de là même. En fait, le problème principal, c'est le manque de devises étrangères. On a dit, juste avant, que l'Allemagne manquait de terre. C'est très vrai, mais elle manque aussi terriblement de ressources naturelles. Sur toutes les matières premières dont dépend l'industrie lourde, l'Allemagne en produit une seule en quantité suffisante sur son sol, le charbon. Elle doit importer toutes les autres, du fer, du cuivre, du caoutchouc, du pétrole, etc. Sans fer, pas d'acier. Sans acier, pas de chars, pas d'avions, pas de moteurs, pas d'usines. Sans cuivre, pas de munitions. Sans caoutchouc, pas de pneus. Sans pétrole, pas de carburant. Et la liste est évidemment plus longue. Ça signifie que l'industrie doit importer toutes ces matières premières. Et pour les importer, elle a besoin d'or ou de devises étrangères en lesquelles le marché mondial a confiance. De la livre sterling, du dollar et du franc. Sans devise, pas d'importation, et sans importation, pas d'industrie. Et c'est bien là tout le problème. La banque centrale allemande, la Reichsbank, a très peu d'or et de devises étrangères en réserve quand les nazis arrivent au pouvoir, l'équivalent de moins d'1 milliard de Reichsmarks. C'est simple, cette réserve fond dès l'arrivée d'Hitler à la chancellerie, jusqu'à arriver à presque zéro à l'été 1934. Dès lors, le Reich ne peut plus importer ce qu'il souhaite, c'est une crise terrible. Pour y pallier, l'État contrôle strictement les importations,
Et évidemment, il donne l'avantage sur celle-ci aux industries liées à l'armement, ce qui crée aussi une concurrence entre elles et entre les différentes branches de l'armée. On s'affronte en interne pour obtenir de l'acier et du cuivre. À partir de ce moment, la Reichsbank tourne avec une réserve de devises qui correspond à environ une semaine d'importation, pas plus. Et ce sera le cas pendant des années. Pour tenter de contourner le problème, Göring met en place le plan de 4 ans, qui prévoit de réduire les importations en produisant massivement des ersatz, de la bouna, c'est-à-dire du caoutchouc de synthèse, de l'essence ou des textiles synthétiques. Il encourage aussi l'exploitation du fer allemand de mauvaise qualité. Toutes ces matières de substitution sont évidemment bien plus chères que celles importées. L'acier produit à partir de fer allemand coûte par exemple 3 fois le prix de celui produit avec du fer suédois. Mais pour Hitler et Göring, c'est le seul moyen de s'approcher de l'autarcie et de limiter le déficit de devises en attendant la conquête du Lebensraum. Pour rendre les produits allemands compétitifs sur le marché mondial, les nazis subventionnent massivement les produits destinés à l'exportation, jusqu'à un tiers de leur prix. Ces problèmes de devises étrangères sont particulièrement contraignants alors que le Troisième Reich renforce continuellement ses demandes en armement. Dès mars 1935, Hitler annonce que l'armée de terre devrait atteindre 35 divisions en temps de paix contre les 21 prévues à l'origine, auxquelles on ajoute en plus la création de 48 bataillons de chars. Dès l'année suivante, on met en place un plan qui doit permettre à l'armée d'atteindre 102 divisions en temps de guerre, soit 3,6 millions d'hommes, une force plus grande encore que celle de 1914. Dans le même temps, l'armée de l'air, la Luftwaffe, passe ses objectifs de 48 escadrilles en août 35 à plus de 200 en octobre 38. En 1932, l'industrie aéronautique allemande employait 3200 personnes et ne pouvait produire qu'une centaine d'appareils chaque année. Moins de 10 ans plus tard, elle emploie au moins 250 000 personnes et est capable de produire plus de 10 000 avions de combat par an. C'est tout aussi impressionnant du côté de la marine. Fin 1938, Hitler donne son accord pour un investissement de 33 milliards de Reichsmarks sur 9 ans, pour mettre sur pied une flotte de 249 sous-marins, 8 cuirassiers géants et 8 croiseurs d'ici 1948. De quoi, espère-t-il, rivaliser avec la Royal Navy. Pour pallier au manque de devises étrangères, Göring ordonne en 1936 que chaque dollar, livre sterling, franc ou once d'or encore présent en Allemagne soit mis à disposition du Reich. On récupère ainsi l'équivalent de 473 millions de Reichsmark en devises étrangères, de quoi être tranquille pendant 1 an et demi. 2 ans plus tard, c'est l'Anschluss, la conquête de l'Autriche, qui permet aux nazis de récupérer, ou plutôt de piller, l'équivalent de 782 millions de Reichsmarks en devises étrangères, ce qui permettait de souffler alors que l'État avait déjà largement dépensé ce qui avait été saisi par Göring. Mais l'absence de devises restera jusqu'au bout un sérieux problème pour le réarmement allemand. Après le terrible pogrom de la Nuit de Cristal et la destruction de nombreuses vitres belges de commerce tenues par les juifs, dont le remplacement était évalué à 3 millions de Reichsmarks en devises étrangères, Göring s'exclame lors d'une conférence « J'en ai assez de ces manifestations. Ce n'est pas aux juifs qu'elles font mal, mais à moi, qui suis l'autorité ultime pour la coordination de l'économie allemande. J'aurais préféré que vous tuiez 200 juifs plutôt que de voir ces valeurs détruites. » L'accélération du réarmement à partir de 1936 transforme profondément l'Allemagne à un niveau jamais vu. Les demandes sont tellement élevées qu'on doit réorienter des pans entiers de l'économie vers le secteur militaire. Les investissements privés dans l'armement deviennent démentiels. On ouvre de nouvelles usines partout. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fera de tout ça une fois le réarmement atteint ? Ou bien l'État devrait continuer à passer des commandes d'armes largement inutiles pour un pays en paix ? Ou bien il faudrait réorienter l'activité économique vers des secteurs civils, ce qui provoquerait évidemment des bouleversements terribles dans l'industrie. Le chômage repartirait à la hausse. Et surtout, ça couperait l'Allemagne de tout moyen de ravitailler sa gigantesque armée si la guerre était déclarée. Dès ce moment, le pays avait passé un cap de non-retour. Mais de toute façon, les nazis n'avaient jamais ambitionné de mettre en place une économie viable sur le plan civil. Ce qu'ils avaient toujours préparé, c'était la guerre. Alors qu'ils s'adressent aux grands industriels du pays fin 1936, Göring le dit clairement. Nulle fin du réarmement n'est en vue. La bataille dont nous approchons exige des capacités de production colossales. Nous sommes déjà au seuil de la mobilisation et sommes en guerre, sauf que les canons ne tirent pas encore. Tout ça se fait évidemment aux dépens de bien d'autres secteurs, notamment celui des logements, dont les Allemands manquaient terriblement, ou celui du train, pourtant nécessaire à l'effort de guerre et au commerce. Le réseau ferroviaire se dégrade de façon très inquiétante, ce qui ne manquera pas de poser des soucis plus tard. Tout ça se voit très clairement si on compare le nombre d'entreprises dans le pays entre 33 et 39. Tous les secteurs non militaires connaissent une chute,
alors que les secteurs liés au réarmement, comme celui des machines et des moteurs, connaît une forte hausse. Cette politique de réarmement poussée à l'extrême ne permet même pas au Reich d'atteindre ses objectifs. À la fin des années 1930, il est encore loin de pouvoir concurrencer les Alliés, que ce soit en termes de matériel ou de production. On parlera d'ailleurs de ça dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Une économie qui tourne autour du réarmement n'est évidemment pas tenable sur le long terme. Mais du point de vue des nazis, c'est parfaitement cohérent, puisque la survie de l'Allemagne dépend de la conquête d'un Lebensraum. Le réarmement et la guerre sont les seules options envisageables. Mais, au-delà des objectifs du régime, à qui profite vraiment cette économie unique ? Il y a évidemment des grands gagnants et des grands perdants, et c'est là qu'on entre dans le fond du problème. Les nazis ont intensément renforcé l'État et son contrôle sur la société, mais contrairement aux communistes, ils n'ont jamais remis en question la propriété privée des Allemands. Le cas des Juifs est évidemment à part. Le réarmement s'est fait main dans la main avec l'industrie lourde. Les patrons gagnent les pleins pouvoirs dans leurs usines. Les syndicats sont supprimés et le droit de grève interdit. Les grandes entreprises ont fait des profits records, du jamais vu jusqu'ici, à l'image d'IG Farben, l'une des plus grandes entreprises du monde à l'époque, à qui le Reich a confié une bonne partie de sa production chimique, ce qui comprend la bouna, l'essence et le textile de synthèse, le gaz aussi. D'autres industriels ont été mis de côté, comme ceux dans le textile, mais même ici, les profits ont été démentiels malgré le désintérêt du pouvoir. C'était une nécessité. Pour financer le réarmement, il fallait que les industriels génèrent d'immenses profits et qu'ils puissent réinvestir ceux-ci dans la construction de nouvelles usines. Mais évidemment, tout ça a un coût. Le peuple ne sort pas de la pauvreté. Normalement, quand un État finance une relance, l'intérêt c'est de résorber le chômage, de rendre du pouvoir d'achat à la population, et comme ça d'encourager à la consommation, pour que l'économie reparte dans un cycle vertueux et qu'elle puisse à terme se passer de l'investissement public. C'est ce que Roosevelt a très bien fait aux États-Unis avec le New Deal. Or, le Troisième Reich vise le contraire. Dès 1933, le régime gèle les salaires pour que l'industrie puisse faire de grands profits. On autorise aussi l'augmentation du temps de travail des ouvriers dans certains secteurs. Et en parallèle, il est hors de question d'encourager à la consommation. Ce qu'on veut, c'est produire des armes et des munitions. Chaque dollar dépensé pour importer du textile de l'étranger est une perte nette pour le réarmement. Chaque gramme d'acier fourni à une entreprise qui produit des biens de consommation est une perte nette pour l'armée. Et d'ailleurs, ça se voit très clairement quand on regarde l'évolution du nombre de commerces et de restaurants dans le Reich entre 33 et 38. Respectivement, 24% et 11% d'entre eux ferment leurs portes. Ce qui n'aurait aucun sens dans une économie qui connaît une croissance saine. On subit en fait un semblant de pénurie de biens de consommation, que ce soit textile ou agroalimentaire. De fait, les anciens chômeurs trouvent du travail et sortent de la misère, mais le niveau de vie n'augmente pas pour les travailleurs, il baisse même. Les salaires n'augmentent presque pas, alors que le temps de travail et les prix, si. Le coût de la vie augmente, alors que le pays connaît une croissance spectaculaire et que les entreprises font des profits records. Si bien qu'à la fin des années 30, le peuple n'a rien gagné dans la reprise économique guidée par les nazis. En 36, alors que le pays a retrouvé le plein emploi, 62% des Allemands déclarent des revenus annuels inférieurs à 1500 Reichsmarks. Pour l'ouvrier moyen, un kilo de beurre valait près d'une journée de travail. Les 12 œufs ou le kilo de bacon, une demi-journée. Le litre de lait ou la miche de pain, plus ou moins une demi-heure de travail. Les ménages avaient en moyenne, à la fin du mois, seulement 67 Reichsmarks pour payer leurs habits, leurs équipements domestiques, leurs transports, leurs soins de santé, leurs assurances et l'école des enfants. 67 Reichsmarks, alors qu'une paire de chaussures en coûtait 10. Il suffisait que le père ait besoin d'un nouveau costume pour que la quasi-totalité du budget de la famille disparaisse. Face à la pénurie de logements, plusieurs familles se partagent souvent un appartement, une chambre pour chacune. La priorité pour les nazis, c'était de construire les autobahns pour permettre de larges mouvements de troupes, ou la ligne Siegfried pour protéger la frontière ouest, pas des logements. À titre de comparaison, un ouvrier de Berlin devrait gagner environ 5500 Reichsmarks par an pour égaler le niveau de vie d'un ouvrier américain de Détroit. Et pour rappel, le salaire médian est inférieur à 1500 Reichsmarks. Alors que le PIB allemand augmente de 55% entre 1932 et 1938, et que le temps de travail dans l'industrie augmente de plus de 13%, le salaire réel des travailleurs, lui, baisse de près de 7%. Pour les nazis, c'est pas un problème. On n'a pas envie que les travailleurs consomment. On aimerait plutôt qu'ils soient taxés ou qu'ils épargnent, pour qu'on puisse derrière utiliser ces impôts et ces épargnes pour financer les investissements nécessaires dans le réarmement. On sait pertinemment que le niveau de vie du peuple souffre de la politique, mais ça semble légitime. Les canons apparaissent comme un moyen d'obtenir davantage de beurre par la conquête d'un Lebensraum. C'est un investissement pour la prospérité future. Pour les nazis, et la propagande fonctionne bien de ce côté, la Wehrmacht est le bien commun du peuple. Pas besoin de voiture quand on a des chars.
Les jeunes hommes vivent la conscription, un véritable voyage dans un univers ultramoderne, et les familles assistent aux parades et aux démonstrations militaires, source de fierté. Les équipages de chars pouvaient plus tard lire dans leur manuel « Pour chaque obus que vous tirez, votre père a payé 100 Reichsmark d'impôts. Votre mère a travaillé une semaine à l'usine. Le Tigre coûte tout compris 800 000 Reichsmark et 300 000 heures de travail. 30 000 personnes ont dû donner une semaine de salaire. 6 000 personnes ont travaillé une semaine pour que vous puissiez avoir un tigre. Hommes du Tigre, tous travaillent pour vous. Songez à ce que vous avez entre les mains. » Ce système d'économie de guerre en temps de paix atteint son paroxysme entre 38 et 39. Le réarmement coûte trop cher. On dépense l'équivalent de 20% du PIB dans l'armée. La dette du Reich explose et on ne peut plus produire de bons méfaux. Les nazis, conscients que les alliés s'arment à vitesse grand V, bien plus vite qu'eux, attendent alors la première occasion favorable pour déclarer la guerre. C'est le pacte de non-agression avec l'URSS qui leur offre. Dès 1940, la planche à billets finance abondamment la Wehrmacht, qui coûte désormais à l'État l'équivalent de 30% du PIB. Pour éviter de provoquer une inflation, les nazis empêchent aux ménages de consommer. La consommation civile chute de 11% en un an. On met aussi en place des tickets de rationnement, en sachant qu'un rationnement caché était déjà en place sur pas mal de biens de consommation depuis 1935, notamment sur le beurre. Et puisqu'il n'y a plus rien à consommer, les ménages épargnent massivement. Ils ne peuvent rien faire d'autre de leur argent. L'État profite de cette épargne pour financer la guerre. En 1939, la Wehrmacht s'attaque à la Pologne, qui capitule en un mois seulement. L'année suivante, c'est l'Europe de l'Ouest qui voit déferler les Panzers. Les Pays-Bas tombent en moins d'une semaine, la Belgique en à peine plus de 2, et la France en un mois et demi. En parallèle, le Danemark est soumis en 2 heures, et la Norvège en 2 mois, tandis que les bombes pleuvent sur l'Angleterre. En 1941, enfin, la Yougoslavie est conquise en 11 jours, la Grèce en moins d'1 mois, et 4 mois seulement après le déclenchement de l'opération Barbarossa, les troupes allemandes s'approchent à une centaine de kilomètres de Moscou, semant la panique dans la capitale soviétique. Le Troisième Reich a mis sur pied la meilleure armée du monde, et elle lui a offert une bonne partie du continent. La zone d'influence allemande a alors un plus grand potentiel économique que l'Empire britannique, et même que les États-Unis. Et pourtant, le Reich n'a jamais, à un seul moment de son histoire, eu la moindre chance de remporter la guerre qu'il avait lui-même déclenchée. Ni en 1939 quand ses chars s'élancent à la conquête de la Pologne, ni en 40 quand ils atteignent Paris, ni en 41 quand ils font trembler Moscou. La défaite de l'Allemagne n'était pas une défaite tactique, ni une défaite stratégique, c'était une défaite économique et idéologique. Les nazis se sont élancés d'eux-mêmes dans une fuite en avant perdue d'avance qui les a menés à commettre les pires atrocités de l'histoire. Esclavage de masse, épuration ethnique, famine volontaire. Mais on va peut-être un peu vite là. Et si on reprenait tout depuis le début ? Depuis 1933 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'économie allemande tourne autour du réarmement. Sous la République de Weimar, les dépenses militaires équivalaient à moins d'1% du PIB. Mais en 1938, le Troisième Reich dépense l'équivalent de 20% de son PIB dans l'armée en temps de paix. Du jamais vu dans l'histoire moderne. Pourtant, Hitler et le haut commandement de la Wehrmacht font face à un bilan amer à la fin des années 30. Après tous ces efforts, l'Allemagne n'est pas prête à la guerre. À ce moment, le PIB des empires britanniques et français dépasse de 60% celui de l'Allemagne et de l'Italie. Du côté de la marine, l'écart avec le Royaume-Uni s'est creusé malgré les dépenses records des nazis. Entre 1933 et 1939, la Royal Navy avait reçu 30% d'investissement en plus que la Kriegsmarine. Et si on y ajoute les dépenses françaises, le gouffre semble insurmontable. Pire, les Alliés s'étaient eux-mêmes très sérieusement engagés dans un vaste programme de réarmement à la fin des années 30. En 1938, Londres prévoit de produire 12 000 avions de combat en 2 ans, pendant que la France met sur pied le plan V pour accélérer autant sa construction navale que renforcer l'armée de terre et rééquiper complètement son armée de l'air. La production d'armement allemande est quant à elle déjà à son maximum. Le pays fait face à un terrible déficit de matières premières et de devises étrangères. Si l'Allemagne n'est pas prête, elle le serait encore moins dans 1 an, et encore moins dans 2. Plus le temps avancerait, plus l'écart se creuserait avec les Alliés. Le haut commandement militaire prévoyait déjà que la Luftwaffe perdrait son avance dès 1939. Et dans les faits, l'industrie aéronautique allemande produit moitié moins que ses homologues français et britanniques dans les 5 premiers mois de 1940. Pire, on sait déjà à ce moment que les États-Unis soutiendraient au moins industriellement les Alliés, tandis qu'à l'Est, l'URSS s'arme à vitesse grand V. S'ajoute un fiasco diplomatique. Hitler ne parvient pas à créer l'alliance mondiale dont il rêve avec le Japon et l'Italie, alliance qui aurait dû compenser le retard maritime dont il souffre face à la Grande-Bretagne. Mais malgré tout ça, il faut une guerre. C'est une question de survie dans l'idéologie nazie.
Il faut une guerre d'abord pour fonder un espace vital à l'Est, un Lebensraum, qui est vu comme le seul moyen de libérer l'Allemagne de la pression de la terre, et comme le seul moyen d'obtenir les matières premières et les denrées dont ont besoin le peuple et l'industrie. Il faut une guerre aussi pour détruire la juiverie mondiale. L'antisémitisme rend Hitler et les dirigeants nazis paranoïaques. Ils sont convaincus que les juifs détruiront l'Allemagne s'ils n'agissent pas immédiatement. Chaque déboire diplomatique est vu sous le prisme du complot juif. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Alors, puisque l'idéologie le dicte, il faut une guerre. Et puisqu'il faut une guerre, autant la déclarer immédiatement, avant que l'écart ne se creuse toujours plus avec les alliés, que l'Allemagne y soit prête ou non. Hitler écrit lui-même à Mussolini début 1940 « À la lumière des efforts prévus de la Grande-Bretagne en matière d'armement, et en considérant son intention de mobiliser tous les auxiliaires concevables, il m'est apparu tout compte fait qu'il était bon de lancer immédiatement la contre-attaque, fût-ce au risque de précipiter la guerre voulue par les puissances occidentales 2 ou 3 ans plus tôt. Après tout, Duce, qu'aurait été l'amélioration de nos armements dans 2 ou 3 ans? Pour ce qui était de la Wehrmacht, à la lumière du réarmement forcé de l'Angleterre, une modification significative du rapport de force en notre faveur était à peine concevable. Et à l'Est, la situation ne pouvait que se dégrader. C'est finalement Staline qui offre une occasion à Hitler sous la forme du pacte germano-soviétique. Grâce à celui-ci, les nazis s'assurent de la paix à l'Est et d'un bon approvisionnement en matières premières malgré un blocus franco-anglais, dont en pétrole et en fer. C'est tout ça qui explique que la Wehrmacht s'élance à la conquête de la Pologne le 1er septembre 1939. C'est un succès, dans la mesure où la Pologne tombe en un mois. Mais le haut commandement militaire en ressort très inquiet. La Wehrmacht, comme l'industrie, ont montré des faiblesses importantes. Le stock de matériel et de munitions est très clairement insuffisant. La Luftwaffe consomme en un mois 7 fois plus de bombes qu'on est capable d'en produire. L'infanterie manque d'entraînement. Et en un mois de combat seulement, c'est déjà un quart des Panzers qui ont été mis hors d'état de nuire, ou qui sont tombés en panne. Si bien que les armées alliées sont, sur le papier, largement à la hauteur de la Wehrmacht. Les généraux veulent un temps de pause avant l'attaque à l'ouest, voire pas du tout d'attaque à l'ouest si la diplomatie peut l'éviter. Mais Hitler ne veut rien entendre. L'offensive doit être lancée début novembre, une décision qui encourage un véritable esprit de mutinerie dans l'armée. Et il s'en défend lors d'un discours face au commandement militaire en novembre. En raison de ces lois de neutralité, l'Amérique n'est pas encore dangereuse pour nous. Le renforcement de nos ennemis par l'Amérique n'est pas encore significatif. L'attitude du Japon n'est pas encore certaine. Tout indique que l'heure est aujourd'hui propice. Dans 6 mois cependant, elle ne le sera peut-être pas. Seul le mauvais temps empêche le déclenchement de l'offensive le 12 novembre, ce qui sauve sûrement le régime hitlérien. Mais alors, si l'armée était si peu confiante, et si l'industrie comme la Wehrmacht affichait autant de points noirs, comment les Allemands sont-ils parvenus à écraser l'Ouest aussi efficacement en 40? Ou autrement dit, comment le Troisième Reich a-t-il mis en place sa doctrine de guerre totale? La première chose, c'est que les nazis se sont rendus compte du retard de l'Allemagne. Ils ne se sont pas voilés la face. Donc, ils ont cherché à adapter leur stratégie à la situation. On l'a dit avec le déclenchement de la guerre en 39, mais aussi avec la mise en place d'une doctrine de la guerre courte, avec une offensive massive. À noter que le commandement militaire n'est pas nécessairement acquis à cette stratégie de la guerre courte. Le général Thomas, qui est à la tête du département de l'économie et de l'armement du haut commandement de la Wehrmacht, et ses collaborateurs du ministère des Affaires économiques, préféreraient favoriser une guerre longue, sans aucune offensive, avec une débouchée diplomatique. À l'opposé, les Alliés connaissent bien leur avantage économico-industriel sur l'Allemagne, d'où la drôle de guerre et leur idée de mener si besoin une guerre longue. Comme le dit Adam Tooze, qui a produit le plus grand ouvrage sur l'économie du Troisième Reich, si Hitler misa tout sur une attaque massive en 1940, ce n'est pas qu'il s'inquiéta de trop demander à la population allemande, mais simplement qu'il pensait que c'était la seule façon pour l'Allemagne de gagner la guerre. Quelle que fût l'intensité de la mobilisation du front intérieur, l'Allemagne aurait perdu une guerre prolongée, puisque la puissance économique combinée de ses ennemis était tout simplement écrasante. L'Allemagne avait donc besoin de concentrer toutes ses ressources afin de porter un coup décisif à la toute première occasion. Comme le démontrèrent amplement les premiers mois de la drôle de guerre, la France et la Grande-Bretagne n'étaient pas pressées de lancer leur attaque contre l'Allemagne, alors même que le gros des forces de la Wehrmacht était engagé en Pologne.
Elles préféraient attendre leur heure, sûres que dans une guerre longue, l'aide américaine leur donnerait des avantages décisifs. Pendant ce temps, l'Allemagne serait victime du lent étranglement du blocus. C'est d'autant plus vrai que le Reich est plus isolé que jamais. Le pays se retrouve coupé de ses sources de matières premières d'outre-mer. Ses importations chutent à un niveau plus que catastrophique, ce qui menace grandement sa production. Surpasser ce problème allait demander des efforts considérables. C'est pourquoi l'Allemagne s'engage pleinement dans une économie de guerre entre la fin 1939 et le début 1940. La consommation civile s'effondre grâce à la mise en place du rationnement. Les Allemands, n'ayant plus rien à consommer et étant encouragés par la propagande, épargnent massivement, ce qui permet aux banques de prêter cet argent à l'État, qui est libre de l'investir dans l'armée. Les investissements civils s'effondrent aussi en faveur des investissements dans l'industrie lourde. La construction de logements, par exemple, se réduit drastiquement. On ne force personne à prêter à l'État, mais le marché boursier est surveillé de près, si bien que si on souhaite investir son argent, le seul choix qui nous reste, c'est de financer la dette publique. On commence aussi à imprimer massivement de l'argent pour financer l'effort de guerre. L'inflation reste malgré tout limitée grâce à un contrôle strict des prix et à la réduction de la consommation civile. Mais ça posera problème plus tard, on en reparlera. La Wehrmacht gagne la priorité sur les matières premières, aux dépens de toutes les autres branches de l'économie, y compris aux dépens de la viabilité à long terme de l'effort de guerre industriel. Si en 1939, 22% de la main-d'œuvre industrielle travaillait pour l'armée, ce chiffre dépasse les 50% un an plus tard. Les hommes allemands sont aussi massivement réquisitionnés pour servir dans l'armée. On les ponctionne pour l'instant principalement du côté de l'agriculture, de l'artisanat ou de l'industrie civile, pour ne pas poser trop de problèmes à l'industrie lourde. En 1940, c'est 4 millions de travailleurs qui rejoignent la Wehrmacht. Pour compenser cette perte, on fait appel aux femmes, aux prisonniers de guerre et à une horde de travailleurs étrangers, principalement polonais. Mais encore une fois, on reparlera de tout ça plus tard. Si l'Allemagne s'engage pleinement dans l'économie de guerre, ça n'explique évidemment pas sa victoire à l'ouest. En fait, ce qui sauve Hitler d'une débâcle, c'est la pluie qui l'empêche d'engager son offensive le 12 novembre. Grâce à ça, le commandant militaire reçoit la pause pour laquelle il suppliait le Führer. Pause qui a 2 grandes conséquences. La première, c'est qu'Hitler a le temps de donner la priorité à la production de munitions et d'avions, qui représenteront ensemble 70% de la production d'armement du Reich en juin 40. Si, dans le cas de la Luftwaffe, ce choix n'a pas de grandes implications dans l'immédiat, puisqu'un avion prend 6 mois à être produit, c'est très différent dans le secteur des munitions. On a le temps de reconstituer les stocks et d'augmenter suffisamment la production pour soutenir une offensive entre mai et juin. La seconde grande conséquence, c'est que les stratèges de l'armée abandonnent le plan original de l'offensive, établi à la hâte en octobre 39, qui prévoyait d'attaquer les Alliés au nord, vers la Manche, suivi d'une campagne aérienne contre l'Angleterre. Ce plan ne convainquait personne, et à raison, on avait du mal à voir comment on pourrait écraser rapidement la France avec celui-ci, alors qu'on n'avait aucun avantage matériel ou humain. En mai 1940, les Allemands n'alignent que 2400 Panzer contre les 4200 chars alliés, dont 3250 pour la seule armée française. Et ces chars sont souvent qualitativement supérieurs à leurs homologues germains. Pas d'avantage quantitatif non plus du côté de l'aviation. La Luftwaffe n'aligne que 3500 avions de combat, contre 4400 pour les alliés. C'est seulement fin février 1940 qu'on met au point un plan qui prévoit une percée par les Ardennes, soutenue par une diversion au nord. Un plan des plus audacieux, mais sans audace, il était impossible de coller avec les objectifs d'Hitler et de sa doctrine de la guerre courte. C'est ce plan qui offre aux Allemands leur victoire, malgré leur infériorité économique et industrielle. Dans un monde désuni, un monde où les hommes libres n'avaient pas encore trouvé leur cause commune, l'agression allemande les a terrassés après avoir submergé chaque nation une par une. La Belgique, le dimanche 10 mai 1940, quelques jours après, tout était fini. Le Luxembourg, il était seul, neutre, seul. Et l'Allemagne s'attaqua à la fertile Hollande. Au-dessus de la Hollande, neutre et seul. Tel était Rotterdam, détruite sans raison après la signature d'un armistice. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. On va pas ici s'attarder sur le déroulement de l'offensive à l'ouest, parce que c'est pas ce qui nous intéresse,
Mais comme vous vous en doutez, la victoire a de grandes implications pour le Reich et son économie. D'un coup, tout semble devenir possible. L'Allemagne devient le centre d'un immense empire européen aux ressources incroyables. Ressources qu'il faut maintenant exploiter. Dès le départ, Hitler place beaucoup d'espoir économique dans la conquête de l'Ouest. Göring dit le 30 janvier 1940 « Le Führer est profondément convaincu que la grande attaque à l'Ouest lui apportera une victoire décisive dans la guerre en 1940. Il suppose que nous entrerons en possession de la Belgique, de la Hollande et du nord de la France, et il a par lui-même calculé que les régions industrielles de Douai et de Lens, ainsi que celles du Luxembourg, de Longueville et de Briey, peuvent remplacer les livraisons de matières premières de la Suède. En conséquence, le Führer a décidé de déployer pleinement nos réserves de matières premières sans considération de l'avenir et aux dépens des années de guerre ultérieures. » Et de fait, le territoire conquis a de quoi faire rêver. La France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont des centres sidérurgiques importants, alors que l'acier manque toujours à la Wehrmacht. Ils sont aussi tous de grands producteurs de moteurs, d'armes, d'avions et de produits de consommation. D'autant que l'expansion allemande ne s'arrête pas là. On envahit en parallèle le Danemark et la Norvège, des intermédiaires indispensables pour maintenir les importations de fer suédois. On signe aussi, le 27 mai, un pacte pétrolier avec la Roumanie, qui offre à l'Allemagne un monopole sur le pétrole roumain, soit des livraisons de 200 à 300 000 tonnes par mois. Le Großraum, la sphère d'influence de l'économie allemande, soit les territoires intégrés au Reich, les pays soumis et les pays alliés ou neutres favorables à l'Allemagne, compte 290 millions d'habitants et un territoire immense, sans compter les empires coloniaux français, belges, etc. Surtout, cet ensemble affichait en 1938 un PIB de plus de 1000 milliards de dollars, un chiffre 50% supérieur à celui de l'Empire britannique ou 30% supérieur à celui des États-Unis. Même si, dans les faits, ce PIB chute rapidement après la conquête de l'Allemagne, à cause des pillages et du blocus britannique. Et le pillage, justement, est l'option numéro 1 du Reich pour exploiter ces territoires. Entre 1940 et 1944, les nazis saisissent pour 7,7 milliards de Reichsmarks de produits français, dont un tiers correspond à du matériel militaire. Plus de 300 000 fusils, 5 000 pièces d'artillerie, près de 4 millions d'obus et plus de 2000 chars. C'est un apport à long terme essentiel pour le Reich. En mars 1944, sur les plus de 17 000 canons possédés par l'artillerie, près de la moitié sont d'origine étrangère, et pour la plupart, français. Un autre tiers correspond à du matériel de transport. Les chemins de fer du Benelux et de la France fournissent à l'Allemagne plus de 4000 locomotives et 140 000 wagons. Une libération pour les trains allemands qui avaient été délaissés par le pouvoir et souffraient d'énormes manques. On s'empare aussi d'une bonne quantité de matières premières, évaluées à 650 millions de Reichsmarks rien qu'en France. Pour le cuivre, ça permet d'étendre les stocks à 8 mois de production. Pour l'étain et le nickel, à une année entière, sans parler des immenses stocks d'essence et de pétrole. En parallèle, on met en place un système carnassier. L'État allemand passe des commandes aux entreprises des pays soumis, mais comme il n'a évidemment pas les fonds pour les payer, c'est la banque centrale du pays en question qui paye la note dans sa propre devise, puis inscrit celle-ci comme dette à l'Allemagne, dette qui ne sera bien sûr jamais remboursée. Comme ça, la Wehrmacht peut faire appel aux industries étrangères même quand la Reichsbank arrive à court de devises. Fin 1944, cette même Reichsbank se devra près de 30 milliards de Reichsmarks aux États soumis, dont 8,5 à la seule France, principale créancière du Reich. Mais bien sûr, c'est pas tout. Le pillage organisé atteint son paroxysme sous la forme des réparations imposées aux vaincus. Ces réparations s'incarnent en frais d'occupation, versés par tous les pays soumis pour financer les garnisons allemandes qui résident sur leur sol. Mais évidemment, les frais versés dépassent de très loin ce que coûte l'entretien de ces garnisons. La France seule verse 20 millions de Reichsmarks par jour, ce qui aurait permis d'entretenir une armée d'occupation de 18 millions d'hommes. Les flux sont si importants qu'ils en deviennent opaques même pour la Wehrmacht. Visiblement, la majorité de cet argent a servi à financer les importations du Reich ou à acheter des matières premières et des biens de consommation sur le marché noir. Entre ces frais d'occupation et les dettes allemandes jamais remboursées, la France seule verse l'équivalent de 30 milliards de Reichsmarks entre l'été 1940 et fin 1943. La dernière grande participation, enfin, c'est celle des travailleurs étrangers. En mai 1941, les mines allemandes accueillent déjà près de 70 000 d'entre eux, que ce soit des Polonais, des prisonniers de guerre français ou des conscrits tchèques. Pourtant, l'avenir est loin d'être rassurant. À Berlin, le sentiment général n'a pas changé. L'Allemagne est destinée à perdre la guerre si elle s'éternise. Les pénuries de matières premières restent un grand problème. L'industrie allemande, même soutenue par celle des pays soumis, continue d'être grandement désavantagée face aux industries britanniques et états-uniennes.
d'autant qu'on commence à dépendre de façon inquiétante des exportations soviétiques. Ce qui s'annonce, si on continue comme ça, c'est le désastre d'une guerre aérienne ingagnable face aux Alliés. Pour Hitler, il est donc parfaitement impensable d'opter pour une stratégie défensive. La seule option, c'est de s'attaquer à l'Est, là où on pourra récupérer terres et matières premières, là où on pourra fonder le Lebensraum tant rêvé. L'heure est venue de s'attaquer à l'Union soviétique. Le Reich se sent prêt à engager une nouvelle grande offensive. En septembre 1940, il a déjà accumulé près de 22 millions d'obus, de quoi soutenir une année complète de combat. En été 1941, c'est 7 300 000 hommes qui servent la Wehrmacht. Il n'est alors plus possible de mobiliser plus d'hommes sans provoquer de dommages dans l'industrie lourde. Les nazis regardent déjà vers l'avenir. L'invasion à l'Est est vue comme une formalité. On se remet alors à investir dans les capacités futures pour soutenir une guerre d'usure avec la Grande-Bretagne. Les investissements privés accompagnent ce revirement, à l'image de l'entreprise IG Farben qui engage en 1941 la construction d'un gigantesque complexe chimique à Auschwitz pour produire des matières de synthèse. Cette usine devrait avaler 776 millions de Reichsmarks, soit de loin le plus grand investissement du plan de 4 ans. Elle est toujours active aujourd'hui et était en 2003 la numéro 3 du caoutchouc de synthèse en Europe. Mais la conquête de l'URSS en elle-même est vue comme un grand investissement. On place beaucoup d'espoir dans le pétrole caucasien et le blé ukrainien, nécessaires pour poursuivre la lutte contre l'Angleterre et les États-Unis. Mais ce qui apparaît comme une formalité aux nazis n'a pourtant rien de simple. L'offensive prévue repose sur un plan somme toute très ambitieux. On prévoit une poussée centrale massive vers Moscou, accompagnée d'encerclements latéraux, de façon à capturer rapidement la capitale et anéantir les forces soviétiques piégées entre les différents corps d'armée. L'objectif, c'est d'éliminer l'armée soviétique en quelques semaines sur la ligne Dniepr-Dvina, parce qu'on sait qu'au-delà, la Wehrmacht souffrirait de gros problèmes logistiques. C'est ni plus ni moins que la stratégie de la Blitzkrieg que l'armée avait théorisée après la victoire à l'ouest. Cette théorie est simple, il faut avancer vite et ne jamais s'arrêter. Si l'avancée freine, la guerre est perdue. Or, la Wehrmacht n'avait jamais eu à opérer une telle opération dans un pays aussi immense. Il faut l'exécuter sur 500 km, alors que les camions n'ont qu'une profondeur opérationnelle de 300. Autre souci, Hitler donne la priorité à la conquête des champs ukrainiens aux dépens de celle de Moscou, ce qui ne peut qu'affaiblir la poussée centrale. Pourtant, sauf exception, le haut commandement qui doutait hier d'une réussite en France est convaincu qu'il connaîtra un succès à l'Est. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel revirement dans les pensées ? Il est vrai que la Wehrmacht est mieux préparée et plus nombreuse qu'à l'époque, mais elle reste une armée relativement pauvre au regard du plan qu'elle doit exécuter. Sur ses 130 divisions, seules 33 sont motorisées et capables de frapper rapidement en profondeur. Les autres troupes avanceront à pied ou à cheval. Plus de 600 000 d'entre eux accompagneront l'armée d'invasion pour tirer canons, munitions et fournitures. La Wehrmacht n'en est pas moins l'une des meilleures armées du monde. Elle a écrasé tous ses adversaires en quelques semaines. C'est le joyau de l'Allemagne nazie, ce qui n'invite évidemment pas les généraux à l'humilité. Et puis, l'Union soviétique apparaît comme le maillon faible de l'Europe, un pays pauvre qui, comme l'avait montré la Première Guerre mondiale, ne tardera pas à s'effondrer sur lui-même. Surtout, il s'ajoute à tout ça la question raciale. À Berlin, on ne doute pas que les Russes soient arriérés et que leurs dirigeants judéo-bolcheviques soient incompétents, incapables d'exploiter le potentiel de leur peuple. Alors que les Allemands sont conscients des stocks de l'armée rouge et de la forte production de l'industrie soviétique, on ne s'en inquiète pas. On juge le matériel obsolète et les troupes de trop mauvaise qualité pour résister. Grave erreur d'appréciation. L'Union soviétique a parfaitement les moyens de résister. Pire, les Allemands ont largement sous-estimé ses capacités de production en temps de guerre. En hiver 1941, alors que les troupes allemandes ont été stoppées à une centaine de kilomètres de Moscou, l'URSS a perdu un territoire immense. C'est d'autant plus grave que c'est ici, à l'ouest, que se trouve le centre de l'économie soviétique. Le territoire occupé mobilisait en 1940 63% de sa force de travail, produisait 58% de son blé et 33% de sa production industrielle. On est pourtant parvenu à sauver l'essentiel. Entre juin et novembre, 25 millions de personnes ont été déplacées et 1530 entreprises relocalisées à l'Est. De fait, la production soviétique ne fait que croître pendant toute la durée de la guerre. Si elle produisait 8000 avions de combat en 1940, ce chiffre passe à 21 000 en 42 et à 33 000 en 44. La production de blindés passe de 2800 unités en 40 à près de 29 000 en 44. Celle des canons passe de 40 000 en 41 à 122 000 en 44. Dès 1942, les Rouges produisaient plus que l'Allemagne dans tous les secteurs.
Le rapport est de 3 contre 1 pour les petites armes et l'artillerie, de 4 contre 1 pour les chars, de 2 contre 1 pour l'aviation. Les armements soviétiques sont en plus souvent de meilleure qualité que ceux de leurs homologues allemands, à l'image du char T-34. D'ailleurs, je parlerai sûrement de l'économie de guerre soviétique un jour, avec le même format qu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Ainsi, le commandement allemand ne tarde pas à déchanter. Le général Halder, qui dirige l'offensive contre Moscou, écrit déjà en août 1941 « Dans l'ensemble, il devient de jour en jour plus clair que nous avons sous-estimé le colosse russe qui s'était préparé à la guerre avec l'absence de retenue caractéristique des États totalitaires. C'est vrai si l'on considère les forces organisationnelles aussi bien qu'économiques, le système des transports, mais par-dessus tout les capacités purement militaires. Au début de la guerre, nous comptions sur à peu près 200 divisions ennemies. Nous en avons déjà dénombré 360. Ces divisions ne sont certainement pas armées et équipées au sens qui est le nôtre. Dans bien des cas, leur direction tactique n'est pas à la hauteur, mais elles sont là. Et quand une douzaine a été écrasée, le Russe en sort une autre douzaine. À la fin de l'année, ce n'est pas 360 divisions que la Wehrmacht a face à elle, mais 600. S'ajoute aux efforts russes l'aide américaine. Elle n'est pas décisive et arrive en fait assez tardivement, surtout à partir de 1943, mais elle apporte plus de 10 millions de dollars bienvenus à Moscou, là où Londres en recevait 30 millions. C'est surtout une aide civile qui permet de faire souffler la population soviétique. Seulement 25% de celle-ci va au budget militaire. L'aide est quand même bien utile. Les camions et la chimie américaine permettent à l'armée rouge de gagner en mobilité, sans parler des locomotives et des stations radio et radars. Who's afraid of the big bad wolf? Not the farmer of the United States who works and sacrifices to fill the holds of victory ships. Ships turned out by men and women working night and day. Ships that must be fought through dark oceans where submarines lurk. Ships guarded by aircraft, more and more of them. Ships protected by the blasting fire of men of war. Ships loaded with food for freedom, produced, fought through, and delivered to all who fight for the freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, freedom from fear. Under this insignia is shipped food that will win the war. Ce succès soviétique repose sur 2 grands axes. D'abord, la production en série d'un nombre limité d'armes dans quelques usines géantes, ce qui accélère grandement la production. Et ensuite, le sacrifice de la population russe qui meurt de faim au nom de l'effort de guerre. Le miracle rouge ne manque pas de surprendre dans le Reich. Les grands industriels s'inquiètent vite de voir les nazis suivre l'exemple soviétique. Le capitalisme industriel allemand a le sentiment de jouer sa survie dans le combat à mort contre le stalinisme. L'industriel Hermann Röchling, qui préside l'association de direction de l'industrie du fer et de l'acier du Reich, explique en juin 1942, lors d'une réunion entre grands industriels de l'acier, « Pour justifier l'existence de l'économie privée, nous devons obtenir des résultats extraordinaires. Si nous ne réussissons pas, probablement vont-ils essayer d'autres moyens. Finalement, l'enjeu est de savoir si oui ou non, l'économie privée peut obtenir les résultats nécessaires ou si d'autres formes d'organisation s'imposent. » Quoi qu'il en soit, la guerre est perdue. Lorsque les Allemands lancent leur 3e grande offensive à l'Est en juillet 1943 contre le saillant de Koursk, ils souffrent d'un retard irrattrapable. L'armée rouge a amassé 1 300 000 hommes dans le secteur et en a 573 000 en réserve, là où la Wehrmacht ne peut en aligner que 777 000 sans réserve. Cette dernière a concentré 70% de ses panzers dans l'offensive, soit 2450 chars, là où l'armée rouge en oppose 5100. La situation n'est pas meilleure dans le ciel, où le rapport est de 4 contre 1 aux dépens de la Luftwaffe. Mais tous ces aspects ne doivent pas en masquer un autre. L'opération Barbarossa est aussi et avant tout une guerre raciale et coloniale. C'est une composante essentielle de l'idéologie nazie, et par extension, une composante essentielle de sa politique économique. La conquête d'un Lebensraum était l'un des grands axes de l'idéologie nazie, mais le contexte des années 40-41 presse le projet. Pour Hitler, l'alliance anglo-américaine est organisée par la juiverie mondiale. Il n'y a donc qu'une échappatoire, le Lebensraum, et avec lui, l'extermination des juifs européens et de l'État judéo-bolchevique. Andere Juden wieder, deren Aufgabe es war, die radikale Richtung zu vertreten, proklamierten unterdes offen den Kampf gegen jede staatliche Ordnung. In der Maske selbstloser Volksbeglücker versprachen sie den Massen goldene Berge,
und hetzten sie auf, die Fesseln der staatlichen Ordnung zu sprengen. Schrankenlose persönliche Freiheit und hemmungsloses sich Ausleben des Einzelnen, Ableugnung aller idealen Verpflichtungen, Ablehnung aller höheren Werte, Bekenntnis zum niedrigsten materiellen Genussleben, hemmungslose Kritik an den heiligsten Dingen, Auflehnung gegen alles Bestehende, Verhetzung der Jugend, Aufwiegelung zum Klassenkampf und Terror. Es ist kein Zufall, dass diese volkszerstörende Irrlehre dem Hirne eines Juden entsprungen ist. Karl Marx, Sohn des Rabbiners und Rechtsanwalts Mardochai in Trier. Der Begründer und erste Organisator der Deutschen Sozialdemokratischen Partei war der Jude Ferdinand Lassalle, Wolfssohn. Die Jüdin Rosa Luxemburg mit ihrem richtigen Namen Emma Goldmann, eine der berüchtigsten kommunistischen Aufwieglerinnen. Ce délire idéologique est tout aussi important dans le déclenchement de l'opération Barbarossa que tout ce dont on a parlé avant. Comme l'écrit l'historien Adam Tooze, la destruction de la population juive était la première étape en vue d'éradiquer l'État bolchevique. Elle devait être suivie d'une gigantesque campagne de déblaiement de la terre et de colonisation, qui impliquait aussi de déblayer l'immense majorité de la population slave pour peupler de colons allemands les millions d'hectares du Lebensraum oriental. En complément de ce programme à long terme d'ingénierie démographique, était prévue une stratégie à court terme d'exploitation, motivée par la nécessité pratique d'assurer l'équilibre alimentaire du Großraum allemand. Atteindre cet objectif parfaitement pragmatique ne nécessitait rien de moins que l'assassinat, par la famine organisée, de toute la population urbaine de l'Union soviétique occidentale. Mais tout ça n'a rien de nouveau. En 1940, après la conquête de la Pologne, les SS s'affairent à déplacer toute une partie de la population juive et polonaise du territoire nouvellement intégré au Reich pour faire de la place aux Allemands. Fin 1940, c'est plus de 300 000 personnes qui ont été déplacées vers le gouvernement général de Pologne et remplacées par 180 000 Allemands. Les Juifs sont parqués dans des ghettos urbains, tandis que des millions de Polonais sont astreints au travail forcé. Le succès initial de l'opération Barbarossa pousse les nazis à redoubler d'horreur. Avec la mise en place du Generalplan Ost, Himmler et les siens prévoient l'installation d'au moins 10 millions d'Allemands à l'Est. Le territoire devrait évidemment être préalablement débarrassé de ses autochtones. Hitler prend la conquête de l'Ouest américain en exemple. Il dit que la Volga sera le Mississippi de l'Allemagne. Mais c'est pas tout. Le Lebensraum ne doit pas être un territoire pauvre. Les colons allemands doivent être accompagnés d'un immense flux de capitaux pour doter les fermes en bétail et en machines, et pour développer les infrastructures de transport. Le Generalplan Ost prévoit un investissement de 67 milliards de Reichsmarks dans le projet, soit plus que le total de tous les investissements dans l'économie allemande entre 1933 et 1938. Ce seraient évidemment des coûts insoutenables, mais les SS ont la solution, recourir massivement au travail forcé, ce qui allait directement lier le Generalplan à la solution finale. Himmler dit à l'été 1942 « Si nous ne remplissons pas nos camps d'esclaves, de travailleurs serviles qui bâtiront nos villes, nos villages, nos fermes sans se soucier des pertes, après des années de guerre, nous n'aurons pas assez d'argent pour équiper les installations, en sorte que le vrai peuple germanique puisse y vivre et s'y enraciner dès la première génération. » Au début 1941, les camps de la SS n'accueillaient que 60 000 personnes. Au vu des objectifs annoncés du Generalplan, c'est largement insuffisant. À l'automne, on ordonne l'installation de 2 nouveaux camps. L'un à Lublin-Majdanek, l'autre à Birkenau, non loin du camp existant d'Auschwitz. Majdanek et Auschwitz doivent respectivement accueillir 125 000 et 150 000 détenus. Ceux-ci devaient, à l'origine, concentrer les prisonniers russes, mais on verra bientôt qu'ils n'en ont pas eu l'occasion. En janvier 1942, Himmler écrit à l'administration des camps « Puisque dans l'avenir proche on ne saurait plus attendre de prisonniers de guerre russes, je compte envoyer dans les camps bon nombre de juifs et de juives qui sont actuellement émigrés d'Allemagne. Préparez-vous, je vous prie, à recevoir dans les camps de concentration au cours des 4 prochaines semaines 100 000 juifs et jusqu'à 50 000 juives. De grandes tâches économiques seront confiées aux camps de concentration dans les semaines à venir. » Mais les nazis n'ont pas attendu l'Holocauste pour prévoir une extermination de masse. Le 2 mai 1941, un mois avant de lancer l'offensive à l'Est, les grandes instances de l'État organisent le plan d'occupation des terres soviétiques. Autant dire qu'elles consentent à un programme de meurtre de masse. La conclusion de ce plan est simple. 1. La guerre ne peut être poursuivie que si la totalité de la Wehrmacht est nourrie par la Russie. Et 2. Si elle prend ce dont elle a besoin dans le pays, il est inévitable que des millions et des millions de gens meurent de faim.
Le plan ne fixe pas le nombre de personnes à affamer, mais Herbert Bach, le secrétaire d'État à l'agriculture, estime la population excédentaire de l'Union soviétique entre 20 et 30 millions d'âmes. C'est parmi les prisonniers de guerre soviétiques que le bilan de ce plan de la faim se fait sentir le plus vite. Pendant les premiers mois de la guerre, la Wehrmacht capture 3,3 millions de soldats de l'armée rouge, qu'elle fait systématiquement mourir de faim ou exécuter par balle. À la fin du mois de décembre 1941, seuls 1,1 million d'entre eux sont encore en vie, dont 400 000 seulement encore en état de travailler. 600 000 autres mourront entre décembre 1941 et février 1942. Et c'est bien sûr pas un défaut de gestion, c'est volontaire. La Wehrmacht sait très bien gérer un flux nombreux de prisonniers. On rappelle que pendant la campagne de France, elle avait convenablement pris en charge 2 millions de prisonniers en l'espace de 2 mois seulement. Les Rouges ne sont bien sûr pas les seules victimes de ce début de campagne. Alors que la Wehrmacht s'enfonce en direction de Moscou, à l'arrière marchent les Einsatzgruppen de la SS. Divisés en plusieurs groupes, ils enchaînent méticuleusement les pogroms dans les grandes communautés juives des pays baltes, de Biélorussie et d'Ukraine. Le Einsatzgruppen A, actif sur les rives de la Baltique, fait à lui seul plus de 270 000 victimes par balle dans cette première phase de l'offensive. Bien sûr, la SS ne se satisfait pas de ces massacres par balle. En parallèle, on expérimente en Pologne des installations de gazage, tandis qu'on systématise la mort par le travail en Galicie, à l'occasion de la construction d'une grande route pour aider au ravitaillement du groupe armé sud. L'horreur idéologique se mélange au pragmatisme économique. Le Generalplan Ost, le plan de la faim et la solution finale sont tous intimement liés les uns aux autres et incriminent toutes les hautes instances de l'État et de l'armée. Mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard, gardez ça de côté. On a pour l'instant bien expliqué le pourquoi de la défaite à l'Est et pourquoi la victoire était, dès l'origine, hautement improbable. Mais on n'a pas encore expliqué clairement en quoi la guerre à l'Ouest, contre la Grande-Bretagne et les États-Unis, était encore plus absurde. Depuis le début, je dis qu'elle met le Reich au pied du mur, mais sans donner de chiffres, alors ça vaudrait le coup qu'on s'y arrête 2 minutes. On a dit un peu plus tôt que l'industrie allemande n'avait pas d'avantage sur l'industrie britannique au début de la guerre, et qu'elle souffrait d'un profond retard face aux industries alliées en général. Mais tout voir sous le prisme de la production interne comme on l'a fait, ça cache un autre grand avantage britannique. C'est que, contrairement à l'Allemagne, l'Angleterre n'est pas en faillite. En fait, le pays a de telles réserves de devises qu'il pourrait, en 1939, acheter à l'étranger l'équivalent d'une année entière de production allemande d'armement. Évidemment, tout ça est destiné au principal camarade économique des Alliés, les États-Unis. Et de toute façon, même quand la Grande-Bretagne n'aura plus de quoi payer, elle continuera de profiter abondamment de l'industrie américaine. Et quelle industrie ? En 1941, les États-Unis, nation encore en paix où la consommation civile crève les plafonds, produit déjà presque autant d'armements que le Reich ou le Royaume-Uni. Quand la France tombe en juin 1940, l'Allemagne s'empare de ses usines aéronautiques, mais les Anglais, eux, récupèrent les commandes d'armement que leurs alliés avaient passées aux Américains. Si bien que le Royaume-Uni attend dans les 18 prochains mois la livraison de 10 800 avions et 13 000 moteurs de la part de l'oncle Sam, auquel s'ajoute la production nationale de 15 000 avions. En parallèle, l'Allemagne n'est capable de produire que 10 800 avions en 1940 et 12 000 seulement en 1941. Le gouffre est encore plus vertigineux quand on regarde directement l'évolution de la production américaine. Si en 1940, les États-Unis ne produisent que 6 000 avions de combat, ce chiffre passe déjà à 19 400 en 1941, puis à 48 000 en 1942, et enfin, chiffre délirant, à 85 900 en 1943. Production qui augmente encore l'année suivante. En guise de comparaison, les industries soviétiques et allemandes ne produisent chacune, entre guillemets, que 30 à 35 000 appareils au même moment. L'aide américaine ne tarde pas à devenir démentielle. En mars 1941, le Congrès vote un crédit immédiat de 8 milliards de dollars au Royaume-Uni, soit, selon le taux de change, environ 30 milliards de Reichsmarks, l'équivalent de 2 ans de production d'armement pour le Reich. On pourrait se dire que les territoires conquis par la Wehrmacht compensent ce désavantage, mais pas du tout. Le total des commandes allemandes dans l'Europe occupée ne s'élève au même moment qu'à 3 milliards de Reichsmarks, soit 10 fois moins que le crédit de mars 1941. En octobre de la même année, un comité de planification anglo-américain met sur pied un programme qui prévoit la dépense de 150 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années, soit l'équivalent de 500 milliards de Reichsmarks, plus que l'ensemble des dépenses du Troisième Reich dans l'armement pendant toute la durée de la guerre. Et à ce moment, les États-Unis ne sont même pas encore engagés activement dans le conflit.
Pour la seule année 1941, la Grande-Bretagne se fait livrer 5000 avions de combat par les usines américaines. Le Reich, de son côté, n'en reçoit que 78 de la part des territoires occupés. Et sur toute la durée de la guerre, le chiffre des importations n'excède même pas les 3500 unités. En 1943, toutes les livraisons pour la Wehrmacht de la part de l'Europe occupée culminent à 4,6 milliards de Reichsmarks. La même année, le Royaume-Uni reçoit de la part des États-Unis l'équivalent de 6,7 milliards de dollars rien qu'en munitions, soit environ 20 milliards de Reichsmarks. On parle beaucoup des armements, mais c'est pareil du côté des matières premières. Rien qu'en 1944, pour préparer le débarquement de Normandie, la Grande-Bretagne importe 20 millions de tonnes de pétrole, soit 9 fois la quantité maximale jamais importée par le Reich au cours de la guerre, alors même qu'il est lui engagé dans un conflit de haute intensité à l'Est. Même quand les sous-marins allemands perturbent le commerce dans l'Atlantique, en 1942, les Britanniques parviennent à importer plus de 10 millions de litres de pétrole, soit 5 fois plus que son rival la même année. Les nazis, à la tête d'une économie somme toute moyenne, ont fait le choix de partir en guerre contre les 3 plus grandes puissances industrielles de la planète. Il y a encore de terribles problèmes à résoudre, mais point comme ces hommes pensaient qu'ils pouvaient l'être en tournant le dos à l'humanité. La Grande-Bretagne a dit non, l'Union soviétique a dit non, l'Amérique a dit non. Méfiez-vous d'un monde uni à l'Est et à l'Ouest, avait dit Bismarck, Moltke, Clausewitz. En 1941, avant le déclenchement de l'opération Barbarossa, le PIB combiné de la Grande-Bretagne, sans compter son empire, de l'URSS et des États-Unis est 4 fois supérieur à celui du Reich. Et en 1944, alors que la production allemande est à son pic, le PIB des Alliés est 5,3 fois supérieur. Cette année, quand l'Allemagne produit 34 000 avions de combat, les usines alliées en sortent 127 000. Quand l'Allemagne met sur chenille 18 000 chars, les Alliés en produisent 54 000, dont 29 000 pour la seule Union soviétique. 2 ans après le déclenchement de la guerre, et malgré le miracle de la campagne à l'ouest, le Reich a perdu l'avantage sur tous les fronts. Ces revers vont de pair avec le retard industriel du Reich, et surtout avec l'effondrement annoncé de son économie. Dans l'Atlantique, les sous-marins sont incapables de menacer sérieusement les lignes de ravitaillement britanniques. Quand ils coulent 500 000 tonneaux par mois, les chantiers navals américains en produisent plus d'1 million. En Afrique du Nord, l'Africa Corp de Rommel, qui a pendant un temps connu un véritable succès, fait bientôt face aux démentielles livraisons de matériel allié. En octobre 1942, il n'a à sa disposition que 123 Panzer modernes pour affronter près d'1 millier de chars américains flambant neufs. Mais le pire, c'est sûrement le retard terrible dont souffre la Luftwaffe, devenue largement minoritaire dans le ciel et dont le matériel est plus qu'obsolète. Entre mars et juillet 1943, elle est incapable de s'opposer au bombardement de la Ruhr par la Royal Air Force. En 5 mois, pleuvent 34 000 tonnes de bombes sur la principale zone industrielle du Reich. En quelques mois, la production allemande d'acier chute de 200 000 tonnes. L'essor de l'industrie lourde s'arrête d'un coup. En Allemagne, dans le haut commandement comme chez les grands industriels, on ne trouve plus personne pour croire en une victoire. Le 18 août, Hans Jeschonnek, le chef d'état-major de la Luftwaffe et premier responsable de la conduite de la guerre aérienne, se suicide. Peu de temps plus tard, Erhard Milch, qui gère toute l'expansion industrielle de l'aviation allemande, explose lors d'une réunion entre hauts fonctionnaires. Nous avons perdu la guerre, définitivement perdue. En février 1944, des milliers d'avions américains bombardent pendant 6 jours toutes les grandes usines aéronautiques du Reich. La Luftwaffe est incapable de s'y opposer. Elle est, pour ainsi dire, éliminée en ce début d'année. Si ces bombardements ont un impact incommensurable sur l'industrie allemande, il ne faudrait pas non plus que ça masque un autre point essentiel, qui est que l'économie allemande s'effondre sur elle-même à ce moment. La course en avant touche à sa fin. Les administrateurs nazis ne parviennent plus à tenir en laisse la monnaie qu'ils ont tordue dans tous les sens pendant une décennie. Dès l'été 1944, il apparaît clairement que le Reich s'apprête à connaître une inflation aussi catastrophique que celle qui avait fait sombrer l'Empire allemand 30 ans plus tôt. Dès 1942, la Grèce connaît une inflation de 340%. En Roumanie, les prix doublent. En Bulgarie et en Hongrie, ils augmentent de moins 70%. Et la situation n'est pas meilleure en France ou en Belgique. En 1943, c'est toute l'Europe occupée qui s'enfonce dans une spirale inflationniste, qui entraîne avec elle l'effondrement de la production industrielle. En Grèce, elle est de moitié inférieure à son niveau d'avant-guerre, et en France, inférieure d'1 tiers. À l'été 1943,
pour la première fois depuis le début de la guerre, l'épargne des Allemands baisse fortement, ce qui prive l'État de l'un de ses principaux moyens de financement. Entre septembre 1944 et avril 1945, le volume des billets de banque augmente de plus de 80%. Bien conscientes du problème, les entreprises allemandes font de leur mieux pour se débarrasser de leur monnaie. On place ces fonds en stock de matières premières, dans l'immobilier, en actions ou en capital industriel. Tout est bon pour éviter les effets de l'hyperinflation qui s'annonce. Les pays neutres comme la Suède, la Suisse ou le Portugal voient comme par magie affluer des capitaux allemands. Mais le plus surprenant, avec tout ce qu'on vient de raconter, c'est que l'économie de guerre du Reich est tenue si longtemps et permis à la Wehrmacht de poursuivre une guerre perdue d'avance pendant des années. C'est le dernier chaînon qui nous manque. Comment les nazis sont-ils parvenus à maintenir et même à augmenter drastiquement leur production d'armement pendant la guerre? Quand on pense à l'augmentation de la production de guerre du Reich, il y a souvent un nom qui ressort, celui d'Albert Speer. Il accède au poste de ministre de l'armement en février 1942, alors que la Wehrmacht connaît un débâcle à l'Est et que tous les hommes liés à l'organisation de l'effort de guerre estiment qu'il n'est plus possible d'espérer une victoire. Son prédécesseur lui-même, Fritz Todt, mort dans un accident d'avion, prônait une solution politique du conflit. Speer balaye cette vision rationnelle. Il n'a pas été nommé pour comparer le potentiel économique allemand avec celui de ses ennemis, mais pour augmenter la productivité de l'économie de guerre et redonner de l'espoir aux Allemands par la propagande. Sur ce deuxième point, il remplit très bien son rôle. Dès l'automne 1942, il s'entend avec Goebbels pour mettre sur pied un comité consacré à la propagande de l'armement. Et pendant tout le reste de la guerre, il propage partout les réussites industrielles allemandes, n'hésitant pas à mentir par moments. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est son rôle économique. On en a déjà un peu parlé, mais entre février 1942 et juillet 1944, la production d'armement du Reich triple. Albert Speer sait, dans ses mémoires, attribuer tous les mérites de ce miracle en expliquant qu'il venait de ses efforts pour rationaliser la production, éviter le gaspillage et favoriser l'entente heureuse entre industriels et militaires. Une vision que les historiens ont longtemps reprise telle quelle et en laquelle vous croyez peut-être encore. Or, dans les faits, il faut largement remettre en question ce mythe monté de toutes pièces par Speer. Il faut d'abord rappeler qu'il n'a la main que sur une portion réduite de la production allemande. La marine reste indépendante jusqu'à l'été 1943, la Luftwaffe jusqu'au printemps 1944, et l'administration du plan de 4 ans, qui gère toute la production de synthèse, le restera jusqu'au bout. Si la production triple, comme on l'a dit, entre 1942 et 1943, seulement la moitié de cette hausse dépend du ministère de Speer, et près de 40% de celle-ci est imputable à l'explosion de la production de la Luftwaffe, dont l'organisation dépend d'un autre homme, Erhard Milch. Dans le cas de cette dernière, effectivement, la rationalisation tant vantée par Speer est un grand succès, sauf qu'elle est pensée et organisée par Milch. Celui-ci réduit grandement le nombre de modèles d'avions, ce qui permet de mettre en place une production en série et de substantielles économies d'échelle. La production explose, sans que la Luftwaffe n'augmente grandement sa consommation de matières premières ou sa force de travail. On peut le voir, par exemple, dans le cas des moteurs produits par BMW. Du côté de l'armée de terre, le domaine de Speer, c'est très différent. En 1942-1943, sur les 513 000 ouvriers supplémentaires qui devaient travailler pour l'une des trois armées, Speer en accapare 420 000. Les effectifs travaillant pour les chars augmentent de 60% en 1942, et plus encore l'année suivante. Dans les locomotives, l'un des secteurs où l'on a le plus vanté les succès du ministre, les effectifs augmentent de 90%. C'est pareil pour les matières premières. L'un des secteurs les plus importants pour l'augmentation globale de la production allemande, c'est celui des munitions, qui dépend donc de Speer. Or, quand on observe les chiffres, on s'aperçoit d'une corrélation presque parfaite entre l'allocation d'acier pour la production de munitions et la quantité de munitions produites. Comme vous en doutez, ni l'augmentation de la force de travail, ni l'augmentation de la production d'acier ne sont entre les mains de Speer. Il n'a fait que l'accaparer aux dépens des autres branches de l'armée. Si bien que, dans le cas de l'armée de terre, la rationalisation tant vantée de Speer est finalement une explication plutôt marginale, là où elle a été vraiment importante dans le cas de Milch et de la Luftwaffe par exemple. Il ne faut pas non plus oublier que l'augmentation de la production à partir de 1942 est rendue possible, bêtement, par les investissements réalisés en 1940 et 41, qui ont, quant à eux, dans le cas de l'armée de terre, été organisés par Fritz Todt. Bref, maintenant qu'on a écarté cette question, on peut s'attarder sur les deux éléments de fond sans lesquels l'augmentation de la production allemande aurait été impossible, à savoir l'esclavage et la faim.
La guerre a une conséquence perverse. Elle arrache les hommes des usines au moment où l'on en a le plus besoin. Entre 1939 et 1945, c'est 18 millions d'Allemands qui servent dans la Wehrmacht. Et encore, quand le front de l'Est en tue 60 000 par mois, la conscription est loin de compenser les pertes. Le Reich est forcé de se passer de réserve après l'opération Barbarossa. Dans ce contexte, la première solution c'est de mobiliser les femmes. En 1943, elles représentent 49% de la force de travail allemande, contre seulement 36% en Grande-Bretagne. Mais c'est évidemment largement insuffisant pour compenser la perte d'hommes et augmenter la production. On rappelle que l'Allemagne manquait déjà de main-d'œuvre en 1938 et que sa population féminine travaillait déjà à ce moment plus que celle des autres pays. Il ne reste alors qu'une option, s'appuyer sur de la main-d'œuvre étrangère. Le Reich y a recours dès la conquête de la Pologne, d'abord sous la forme du volontariat, puis face aux limites de celui-ci via la contrainte. Les prisonniers de guerre sont bientôt engagés dans les usines. Le service de travail devient obligatoire dans l'Europe occupée. En France, on connaît la relève, puis le STO. Et enfin, on transforme les prisonniers russes et les déportés des camps en esclaves. L'homme chargé de procurer au Reich sa main-d'œuvre, c'est Fritz Sauckel, un nazi de la première heure. En 1941, l'Allemagne emploie déjà 1,2 million de prisonniers de guerre, principalement français, et plus de 2 millions de travailleurs civils, surtout des Polonais. Ceux-ci travaillent en bonne partie dans l'agriculture, secteur essentiel qui a été très touché par la conscription, alors que la menace d'une baisse des rations reste l'une des grandes inquiétudes du régime. Mais avec l'opération Barbarossa, les usines stratégiques se vident elles aussi. C'est pour ça qu'on nomme Sauckel plénipotentiaire général pour l'emploi de la main-d'œuvre en mars 1942. Entre le début 42 et l'été 43, Sauckel envoie en Allemagne 2,8 millions de nouveaux travailleurs, soit l'équivalent de la main-d'œuvre d'une grande usine chaque semaine. Une grande partie d'entre eux viennent de l'Est, et tout particulièrement de Pologne, mais les autres pays soumis sont aussi touchés, dont l'Italie. Cette main-d'œuvre se compose principalement de jeunes. La moitié des femmes enrôlées à l'Est ont entre 12 et 22 ans. À l'été 43 donc, l'Allemagne compte 6,5 millions de travailleurs étrangers. En février 44, ils sont 7,3 millions, et à l'automne, près de 8 millions. Ils représentent plus de 20% de la force de travail du Reich, et plus d'un tiers de celle des usines d'armement. Mais le pragmatisme économique de Sauckel se heurte à l'idéologie mortifère du régime. Alors que le plénipotentiaire se démène pour trouver des travailleurs, et accessoirement demande que ceux-ci ne soient pas trop maltraités et qu'ils soient correctement nourris, les SS massacrent des populations entières. En restant prudents, l'Holocauste à lui seul a coûté la vie à au moins 2,4 millions de travailleurs potentiels, tandis que sur le plus de 1,6 million de détenus des camps de concentration, qui ne sont pas impliqués dans la phase d'extermination de la solution finale, c'est 1,1 million de travailleurs potentiels qui trouvent la mort. Mais c'est pas tout. La Wehrmacht et le ministère de l'Alimentation s'en tiennent eux à la logique du plan de la faim. Il y a trop de bouches à nourrir, alors il faut s'en débarrasser. Sur les près de 2 millions de jeunes prisonniers soviétiques qui sont employés en Allemagne, moins de la moitié sont encore en vie à la fin de la guerre. Sans oublier les 2 millions qui sont morts de faim ou ont été exécutés juste après l'opération Barbarossa, dont on a déjà parlé précédemment. La mortalité des travailleurs étrangers du Reich est désespérément haute. Entre la portion ridicule des rations et les punitions corporelles, on meurt littéralement d'épuisement au travail. Au total, à partir de 1942, c'est 2,4 millions de travailleurs non juifs qui trouvent la mort au service du Reich. 4,8 millions si on ajoute les victimes juives qui auraient pu être employées, et 7 millions avec les prisonniers de guerre soviétiques. Au-delà de Sauckel, qui est désespéré de voir la perte de main-d'œuvre liée à l'Holocauste et au plan de la faim, ce sont les industriels eux-mêmes qui s'en plaignent bientôt. Dans une lettre au ministère de l'Aviation début mars 42, l'entreprise MMW s'inquiète des risques que tout ça fait peser sur la production. Si dans le cas de travaux de terrassement à l'Est, nous employons 2000 Russes, et que du fait d'un ravitaillement insuffisant, nous en perdons quelques centaines par trimestre, il est simple de remplacer les travailleurs manquants par de nouveaux Russes. En revanche, dans les processus de fabrication d'une usine d'armement, il était tout simplement impossible de remplacer au pied levé un homme qui travaillait sur un outillage spécial. Ni Sauckel ni les industriels ne sont humanistes. Leur souci, c'est bien la question de la productivité. Que des juifs ou des Russes meurent, d'accord, mais c'est incompatible avec le pragmatisme économique que le Reich prône pour soutenir l'effort de guerre. En 1942, la mortalité dans les camps de concentration atteint un tel niveau que l'administration économique SS n'arrive pas à atteindre ses objectifs de population servile.
Finalement, c'est au nom du pragmatisme économique que la SS améliore son système médical et ses rations alimentaires. C'est ce qui permet de faire baisser la mortalité dans les camps de concentration et de coller avec les besoins d'Hitler et des industriels. C'est bien que fin 1944, Himmler est capable de fournir 500 000 esclaves à l'industrie allemande, soit 5% de sa main-d'œuvre totale. La situation des travailleurs étrangers civils s'améliore, elle, à partir de 1943, bien que le taux de mortalité de ceux-ci reste 2 fois plus élevé que celui de la population allemande. La situation des prisonniers de guerre soviétiques restera quant à elle déplorable jusqu'à la fin du conflit. C'est un compromis entre Sokol, le patronat et les SS qui permettent d'améliorer la situation. Au nom du pragmatisme économique, on accepte d'écarter certaines entreprises idéologiques. Trop tard, malgré tout, pour plusieurs millions de personnes. Or, et c'était le nerf de la guerre, il fallait désormais nourrir tous ces travailleurs étrangers et tous ces détenus des camps. Pour ça, on s'appuie tout au long de la guerre sur la logique du plan de la faim. En août 1942, Göring s'exprime face aux représentants de tous les territoires occupés. J'ai ici sous les yeux des rapports sur les livraisons qu'on attend de vous. Si vous me dites que votre population va mourir de faim, ça ne fait pour moi aucune différence à ce propos. Qu'elle meure du moment que l'Allemand ne défaille pas sous l'effet de la faim. Si vous aviez été là quand les Gauleiter ont parlé ici, vous comprendriez que j'enrage de voir que nous avons conquis des territoires aussi immenses par la vaillance de nos troupes et que pourtant, notre peuple a été presque réduit aux rations de misère de la Première Guerre mondiale. Je ne m'intéresse qu'aux gens des territoires occupés qui travaillent dans les armements et la production alimentaire. Ils doivent recevoir juste ce qu'il faut pour leur permettre de continuer de travailler. À compter de 1942, on prévoit de cesser les livraisons de vivres à la Wehrmacht pour que celle-ci se fournisse entièrement sur les territoires occupés. Surtout, on prévoit de supprimer les rations de population entières, dont celles des Polonais à partir de mars 1943, ce qui n'arrivera pas grâce aux excellentes moissons de cette année. Et surtout, on coupe net les rations des Juifs de Pologne dès l'automne 42, condamnant là 1,2 million de personnes à mourir de faim. Cette Shoah par la faim existe en parallèle des camps de la mort. À l'été 1943, toute la population juive de Pologne ou presque a déjà été décimée. Tout ça doit permettre d'augmenter les livraisons de denrées vers le Reich. Les livraisons de céréales, de viande et de graisse mesurées en équivalent grain de la part de la France et des territoires soviétiques occupés passent de 3,5 millions de tonnes en 40-41 à 8,78 millions en 42-43. À ce moment, l'Europe occupée fournit à l'Allemagne plus d'un cinquième de ses céréales, un quart de ses graisses et près d'un tiers de sa viande. Dans ces livraisons, le gouvernement général de Pologne occupe une place à part, au détriment de la population locale. C'est comme ça que les nazis parviennent à augmenter leur production industrielle pour soutenir leur guerre, alors même que plus personne ne croyait en une victoire dès 1942. Ça aura coûté un pillage intensif de tous les territoires occupés, l'asservissement des peuples réduits à l'esclavage et au travail forcé, la famine organisée en Europe de l'Est et l'extermination de populations entières. Dans une moindre mesure, ça aura aussi coûté à la population allemande le gel de sa qualité de vie pendant une décennie, alors même qu'elle aurait dû grandement s'améliorer suite à la reprise économique qui a suivi la crise de 29, comme on en a parlé dans l'épisode précédent. 12 ans de gouvernance nazie auront coûté à l'Allemagne 10% de sa population. Le pays se retrouve détruit par les bombes et les combats, amputé de nombreux territoires et occupé par les Alliés. Contrairement aux nazis, les Alliés firent de leur mieux pour garder les Allemands en vie alors qu'il fallait compenser la catastrophe qu'était l'agriculture allemande. 2 ans plus tôt, Speer avait ordonné de détourner les engrais azotés au profit de la production de munitions, chose faite en 1943 et 1944. Les nazis avaient organisé d'eux-mêmes la famine de leur propre peuple au profit d'une guerre perdue. À la fin de la guerre, l'argent avait depuis longtemps perdu toute valeur et le PIB par habitant avait chuté si bas qu'il atteignait le niveau des années 1880. Les Allemagnes auront à payer, dans les décennies suivantes, des réparations de guerre largement supérieures à celles que la République de Weimar avait versées en son temps. Le pays renoue avec le statut de paria qu'il avait connu après 1918. Quel formidable bilan pour ceux qui, 12 ans plus tôt, promettaient de rendre sa grandeur à l'Allemagne. Et l'Allemagne a commencé à payer la rançon. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Ce sont les peuples qui perdent leurs enfants, leur foyer, leur travail, l'espérance en l'avenir et en la paix de leurs vieux jours. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et comme toujours, merci aux membres qui soutiennent la chaîne et à tous ceux qui laisseront un like ou partageront la vidéo.
Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité de YouTube, ça s'appelle les boosts, et ça permet de mettre la vidéo en avant. Si vous y avez accès, n'hésitez pas à essayer de le faire. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire.